Hi guys, c'est parti pour la critique de La Casa de Papel, partie 1 et 2. La Casa de Papel, ça a été quand même un succès inattendu pour Netflix. Alors pour le petit rappel, là-bas c'était une série qui a été diffusée en Espagne, sur la chaîne Antena 3, que certains connaissent pour Un, Dos, Tres. Vous avez vu, j'essaie de faire les accents comme si j'étais bilingue, alors qu'en fait pas du tout. À la base, c'est une mini-série de 15 épisodes d'environ 70 minutes. En Espagne, ça a été diffusé d'ailleurs en 2 parties, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Netflix. Sauf que Netflix a redécoupé les épisodes pour satisfaire aux exigences du marché américain. Ce qui a donc donné une partie 1 avec 13 épisodes et la partie 2 avec 9 épisodes. Et suite au succès totalement inattendu, Netflix, qui avait déjà acquis les droits de diffusion de la série, a décidé de produire la saison 3. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On va en parler par la suite. Visuellement, je m'attendais pas du tout à ça, je trouve que la photographie était vraiment très belle, on a vraiment de très belles images, de très beaux plans. J'ai beaucoup aimé la diversité des décors. Alors déjà on a la Casa de Papel, la fabrique nationale de la monnaie et du timbre, qui est juste magnifique. Cependant, ce qu'on voit dans la série, ça n'est pas du tout ce bâtiment, mais en fait c'est le Conseil supérieur de la recherche scientifique, donc en fait on a tout simplement filmé l'avant d'un autre bâtiment. D'ailleurs ils n'ont pas pu jouer à l'intérieur, ce qui est totalement normal, et donc tout est fait évidemment en studio. J'avais peur que cette série me rende claustrophobe. C'est vrai que par exemple tout ce qui est série où il y a des prisons, ou par exemple des films qui vont se passer dans des banques, ce genre de choses, dans ce genre de style de film, on a toujours un peu l'effet claustrophobe, c'est-à-dire qu'on va se sentir vraiment mal à l'aise parce que les scènes vont toujours se ressembler, parce que ce sera toujours dans les mêmes lieux. Sauf que la série arrive quand même à nous faire un peu respirer. Effectivement, on a beaucoup de plans à l'intérieur, ça c'est normal, mais on arrive quand même un petit peu à aller à l'extérieur. Déjà on a plusieurs lieux de tournage, puisqu'on a la Casa de Papel, on a quand même la tente dans laquelle se trouvent les services de renseignement, etc. On a le bar où se rend le professeur avec Raquel, on a aussi son entrepôt, donc voilà, on voit quand même pas mal de choses, aussi l'hôpital, ainsi que le fameux manoir où va se retrouver toute la bande pour pouvoir préparer le plan. Ce qui va permettre aux téléspectateurs de pouvoir respirer un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes de tension, beaucoup de scènes où on va se sentir justement otage aussi de nous-mêmes, et donc parfois, voilà, on a des choses un petit peu différentes, ça permet de mixer un petit peu les situations, qu'elles puissent changer, et ça nous permet de voir surtout autre chose. J'ai beaucoup aimé l'utilité de l'escalier, on voit un énorme escalier. Alors déjà au niveau des plans, ça fait toujours des plans super somptueux, vraiment c'est très joli. Pour montrer l'ascendant qu'ont les braqueurs sur les otages, je trouve que c'était vraiment une très bonne idée. La Casa de Papel, c'est un succès et c'est aussi un style très reconnaissable par plusieurs aspects. Je pense que si vous demandez à n'importe qui quelles couleurs sont associées à la série, tout le monde va vous répondre rouge et blanc. Simplement rouge, pourquoi? Parce qu'il y a des combinaisons, je trouve que c'était une très bonne idée, ça marque vraiment l'identité de la série. Le blanc parce que la Casa de Papel, la maison de papier, la fabrique de la monnaie et du timbre, qui est blanche, qui est quasiment immaculée. Je trouve qu'aussi ça c'est encore une autre image qui est aussi intéressante. Mais il y a aussi les fameux masques de Dali. Je pense qu'on en a tous marre des fameux masques de présidents américains, comme on peut voir par exemple dans Point Break. Je pense que c'est pas du tout original. Donc Dali c'était très original, et en plus ça fait quand même écho à la personnalité du professeur. On voit que c'est quand même quelqu'un de très créatif, c'est vraiment un surdoué qui a aussi une sensibilité artistique, et d'ailleurs on le voit dans sa confection de costume de clown. Ce clown d'ailleurs il a un petit peu un style à la façon Tim Burton. Je trouve que c'est vraiment un clown qui est très sombre. C'est clair que c'est pas le clown qu'on va voir au cirque Pinder ou ce genre de choses. Et par conséquent, il y a un décalage entre ce clown très sombre et en plus le fait qu'il aille à l'hôpital, qu'il aille en plus faire rire des enfants et tout ça, qu'il mette au point son plan. Enfin voilà, c'est assez... Il y a un gros décalage, et ce qui rappelle beaucoup le professeur qui socialement est totalement décalé. Et même le clochard, je trouve qu'il y avait beaucoup d'efforts au niveau du style, c'est-à-dire que là encore, c'était marquant. C'est-à-dire que moi, il me faisait peur. On voit comme ça, en train de marcher, en train de clopiner et tout, avec la tête pleine de terre. C'était assez flippant comme image et ça fonctionnait très bien. J'ai beaucoup apprécié que les personnages aient des noms de villes comme pseudo, je trouvais ça super original. On ajoute à ça le fait que chaque personnage a un petit peu des coupes totalement atypiques. Tokyo avec sa frange comme ça, Denver qui est un petit peu façon Elvis Presley, donc c'est pas du tout de l'époque quoi, c'est pas du tout à la mode. Pareil pour Nairobi qui va avoir ses cheveux plaqués en arrière et tout ça, enfin voilà, c'est pas du tout dans l'air du temps, c'est vraiment très original, ce qui fait que les personnages, on les reconnaît comme ça du tac au tac. Il y a vraiment une identité visuelle qui est propre à cette série, et effectivement les personnages on les reconnaît d'un coup. Effectivement on voit la couleur rouge et blanc, on reconnaît la Casa de Papel, mais il y a aussi la musique, et là il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de cette chanson qui cartonne partout, même certaines émissions françaises, pas forcément les meilleures d'ailleurs, l'ont reprise avec plus ou moins de talent, on va le dire.
Bella Ciao qui était à la base un hymne partisan. Ça parlait des mondines, c'est-à-dire des femmes qui travaillaient dans les rizières italiennes et en fait on dénonçait les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limitation du temps de travail et ce chant a été créé pour célébrer le fait que les conditions de travail se sont améliorées puisqu'il y a eu une limitation du temps de travail. Donc c'est un peu pour fêter la liberté. Ça a été ensuite repris pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été repris aussi lorsque l'Italie s'est libérée de l'emprise de Mussolini. Puis ensuite, ça a été repris sous différentes formes en Espagne, ça a été traduit dans le monde entier, sauf que dans la Casa de Papel, ce chant est chanté en italien. Les musiques de la saison 1 ne m'ont pas forcément marqué, à part effectivement Bella Ciao, mais bon, Bella Ciao, c'est vrai que maintenant tout le monde va associer ça à la série, alors qu'effectivement, ça a quand même une histoire qui est très importante, qui est très marquante. Et il est fort à parier que même dans des années, les gens associeront ça à la Casa de Papel. Mis à part Bella Ciao, j'ai quand même préféré les musiques de la partie 2, je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus dans l'émotion, qu'elles ajoutaient beaucoup à l'empathie qu'on peut avoir envers les personnages. On va parler maintenant du scénario, et là il y a beaucoup de choses à dire, du bon comme du mauvais. Alors déjà, est-ce qu'une histoire de braquage, c'est forcément original, intéressant? Moi personnellement, soit braquage ou pas, j'en ai rien à faire. En fait, ce qui m'a vraiment intéressé là-dedans, c'était vraiment le jeu de piste, c'est-à-dire ce combat entre le professeur et Raquel, ce jeu du chat et la souris qui m'a tenu en haleine pendant quasiment les deux parties. Parce que pour moi, les enjeux de la série, c'était pas du tout de savoir s'ils allaient vraiment partir avec 2,4 milliards d'euros. La logistique en elle-même, j'en avais pas grand-chose à faire, c'était surtout de savoir comment ils allaient pouvoir contrer tout ce qu'allait faire la police, comment le professeur à chaque fois arrivait à anticiper tout ça. Ça veut dire que quand même la police est quand même assez prévisible dans ses faits et gestes, et ça veut dire surtout que le professeur est quand même un génie, mais qui a quand même en face de lui quelqu'un qui est quand même pas trop bête non plus, qui nous a donné quelque chose qui pourrait s'apparenter un petit peu à Death Note, c'est-à-dire voilà le combat Light Yagami contre elle, à chaque fois d'anticiper ce que l'un allait faire, la différence que les personnages ne sont pas du tout les mêmes et les enjeux totalement différents. J'ai trouvé qu'effectivement le scénario était étouffé par des histoires qui m'intéressaient pas trop, il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu embêtantes comme le développement de certains personnages, mais je vais y venir un petit peu plus tard. Est-ce que autant d'histoires d'amour c'était nécessaire? Il y a beaucoup de retournements de situation et parfois beaucoup trop, c'est-à-dire qu'on nous fait totalement à chaque épisode quasiment, je trouvais, des fausses pistes, c'est-à-dire est-ce que Denver va tuer Monica? Est-ce que Arturo va se faire tuer ou va arriver à tuer quelqu'un? Est-ce que Rio et Allison vont sortir ensemble? On a aussi Moscou qui avait quand même fait une espèce de crise cardiaque, enfin voilà, à chaque fois on nous mène sur des fausses pistes pour au final rien du tout, sans parler du fait que à la fin de la partie 1, début partie 2, on a l'impression que le professeur il va se faire gauler à chaque épisode, je veux dire à chaque fois on nous fait croire que ça va être le cas, et quand il se fait gauler, c'est nul en fait. Je m'attendais à un mot qui allait faire tilter l'inspectrice, c'est-à-dire par exemple le professeur parle du fait que son père voulait faire je ne sais plus combien de litres de cidre, qu'il n'a pas réussi, qu'il est mort avant et que du coup lui aussi va essayer de le faire. Et quand elle apprend le vrai nom du professeur, elle sait donc par conséquent que son père était un braqueur et tout ça et n'a pas fait le lien entre les deux trucs et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Au final, il s'est fait avoir par quelque chose qui était très évident, autant la série nous laissait le doute sur plein de trucs, autant le fait qu'il se fasse attraper à cause des cheveux de la perruque, c'était cramé à 10 km, c'est-à-dire que bon, il sort de l'hôpital et tout, il met la perruque dans le sac, énorme gros plan. Je veux dire, ils auraient pu marquer en haut de l'écran, il va se faire gauler dans l'épisode d'après, c'était la même chose. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte que la perruque, il y avait un gros plan dessus, mais on le sait très bien que c'est comme ça qu'il va se faire gauler. J'étais déçue, je me suis dit, il s'est passé autant d'épisodes où on se demandait, parce que bon, la relation entre les deux, l'histoire d'amour, commençait à grandir de plus en plus, et on s'est dit, le jour où elle va s'en rendre compte, ça va être un truc assez épique, quoi. Et non, là, juste... le néant quoi. Alors effectivement, elle a une espèce de petite crise d'angoisse dans les toilettes et tout ça, mais sur le moment, rien en fait. Sans plus, je ne m'attendais pas du tout à une happy end, tout simplement parce qu'en ce moment les séries sont quand même très cyniques, très sombres, c'est-à-dire souvent ça finit mal, voilà, il n'y a pas trop de morale et tout ça, ça me laisse un goût d'inachevé, même les films, il y en a beaucoup comme ça dernièrement, donc du coup je me suis dit bon, comme c'est une série qui se veut originale, je m'attends à ce que ça se finisse plus ou moins mal, pas forcément totalement mal ou quoi, mais en tout cas qu'il y ait beaucoup de choses qui me restent en travers de la gorge à la fin de la série et qui fait que effectivement ça me resterait dans la tête tout le temps. Et étonnamment, moi qui suis pas toujours trop fan des happy ends, surtout quand on les voit venir, pour le coup la happy end, on se pose la question si elle va arriver, mais jamais on est sûr qu'elle va arriver. Alors happy end, bon, c'est assez contrasté parce qu'on a quand même certains personnages qui vont mourir, mais globalement, voilà, pour tous ceux qui avaient un avenir, on va dire, bon, ils ont eu la possibilité de s'en sortir, et au final, il y a quand même une belle fin, en plus avec Raquel qui, à l'image des braqueurs, se retrouve totalement libre, parce que autant eux ils sont libres parce qu'ils ont réussi à s'enfuir, mais Raquel, elle
elle est libre parce qu'elle s'est tout simplement retirée de ses obligations policières, elle a démissionné et maintenant elle est libre d'aimer qui elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut et donc de partir. Et je trouve que c'était d'autant plus important de faire un happy end que c'était en plus une mini-série. Par conséquent, se pose la question, est-ce qu'une saison 3 c'est une bonne idée ? Poursuivre peut-être l'évolution des personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'un tel et un tel sont encore ensemble ou quoi. Je trouve pas, parce que je trouve que vraiment l'happy end ça avait quelque chose vraiment de poétique, c'était une très très belle conclusion à la série. J'aime le rappeler, les séries quand elles deviennent trop longues, c'est compliqué de conclure d'une bonne façon. Là pour le coup c'est une mini-série, donc on peut pas trop se louper, c'est-à-dire que globalement la série est très bonne, on met une fin qui est impeccable, voilà, une happy end très poétique et tout, qui est très jolie, hop on s'arrête là, merci, au revoir, voilà, c'était un succès, on reste là-dessus sur un bon souvenir, et là on reprend des risques derrière avec une saison 3, donc du coup on n'aura plus du tout la même ambiance parce que là on était quand même dans une ambiance de braquage, de psychologie de personnages, de relations entre les personnages, ce genre de choses, avec quand même le jeu du chat et la souris, des histoires d'amour qui vont être difficilement intéressantes maintenant. Tout ce qui fait le succès des 2 premières parties, on le retrouvera certainement pas dans la partie 3, à moins qu'il y ait encore un autre braquage et autres, mais ce sera jamais la même chose, et surtout ça peut être répétitif. Quant à savoir ce que sont devenus les personnages, je trouve que c'est quand même plus intéressant de laisser l'imaginaire des téléspectateurs parler, que tout le monde puisse imaginer à sa façon comment les personnages vont évoluer. Je trouve que laisser le mystère, finalement c'était bien mieux. L'autre gros point fort de la série, après le jeu du chat et la souris, justement entre Raquel et le professeur, c'est quand même que cette série brise beaucoup de stéréotypes. Les personnages eux-mêmes ne sont pas ce qu'ils paraissent. Par exemple, Nairobi, on n'a pas du tout l'impression qu'elle a un enfant et tout ça, qu'elle avait abandonné parce qu'elle se droguait, ce genre de choses. Helsinki, on a l'impression que c'est une brute épaisse, un macho, au final c'est quelqu'un quand même d'extrêmement sensible et extrêmement gentil. Berlin, on a l'impression que c'est un psychopathe fini, mais au final on sait qu'il a des failles, on apprend qu'il est mourant. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend soit par des flashbacks, parce qu'effectivement on a des flashbacks de discussion entre les personnages, chacun va au fur et à mesure se confier à l'autre, et c'est comme ça qu'on va s'apercevoir de choses très très touchantes, comme ça peut être le cas pour Nairobi. On va aussi apprendre que la mère de Tokyo est morte d'un infarctus peu de temps après que Tokyo se soit échappé, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très touchantes, donc effectivement on a beaucoup d'empathie envers ces personnages, parce qu'effectivement ce sont des braqueurs, on pourrait très bien se dire ce sont les méchants de l'histoire et tout ça, mais ce serait très compliqué quand même de suivre une mini-série sur des personnages qui sont méchants, je veux dire, c'est parce que du coup on n'aurait pas envie qu'ils s'en sortent, on aurait vraiment envie qu'ils se fassent attraper, ce serait beaucoup plus complexe à faire, et là on a vraiment de l'empathie envers les personnages, parce qu'effectivement derrière ils ont un background qui est très intéressant, ils ont vraiment un passé qui est assez lourd, d'autres comme Berlin vont avoir un avenir incertain, et il faut savoir que pour l'anecdote, à la base, tous les braqueurs étaient censés avoir une maladie en stade terminal, et que c'est la raison pour laquelle les gens auraient de l'empathie pour ces personnages. Et d'ailleurs, chose très intéressante, la série joue un petit peu sur le double sens, c'est-à-dire qu'on a le professeur qui va dans les premiers épisodes nous dire qu'ils vont manipuler l'opinion publique, ils vont faire en sorte d'avoir l'opinion publique de leur côté. Il insiste sur le fait qu'il ne faudra tuer ni des otages, ni des agents de police, mais ils vont aussi montrer leur faiblesse au monde, et au final, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le professeur dit qu'il manipule l'opinion publique, mais au final, c'est peut-être les scénaristes qui manipulent plutôt le téléspectateur, parce qu'effectivement, le fait que les braqueurs traitent bien les otages, qu'ils n'ont envie de tuer personne, qu'ils ont en plus derrière un passé qui peut être lourd, qu'ils sont en recherche d'espoir, d'autres qui ont des maladies, d'autres qui vont mourir, ça crée beaucoup d'empathie envers ces personnages, et ça rend cette série beaucoup plus poignante. Donc effectivement, il y avait une double lecture à comprendre lorsque le professeur parle de l'opinion publique. Et ce qui est intéressant, et le professeur le dit lui-même, et les mots sont bien choisis, ils ne vont rien voler. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais effectivement ils ne volent rien qui est sur place, c'est-à-dire pas de l'argent qui est déjà fabriqué, mais eux ils vont fabriquer leur propre argent. Alors effectivement, si on veut être un peu tatillon sur les bords, on sait très bien que tout le temps que les braqueurs vont occuper cet endroit, c'est de l'argent qui ne va pas être fabriqué pour d'autres raisons. Mais je trouve que c'était très chouette de jouer sur les mots, effectivement ils volent du temps, mais ils ne volent pas de l'argent. On inverse la morale, au final, les gentils et les méchants ne sont pas ceux qu'on pense. La police, les renseignements et tout ça, enfin tous les services un petit peu qu'on connaît pas parce qu'il y a à peu près 30 000 trucs différents, ils sont pas forcément les gentils, c'est-à-dire qu'ils ont des méthodes qui sont quand même très très limites, c'est-à-dire qu'on va aller promettre des choses, par exemple, alors comme le dit le professeur, quand on leur propose une réduction de peine, il sait très bien que c'est pas vrai, donc ils vont utiliser les mensonges, ils vont utiliser le chantage, il y a beaucoup de choses qui vont être utilisées dans ce sens-là. Du côté des gentils, on a quand même un mec qui en a rien à faire que la fille de l'inspectrice se fasse battre par quelqu'un, l'autre qui a battu son ex-femme, enfin voilà, tout ce genre de choses pas terribles. Le Andrel, pareil,
pareil, au début on l'aime pas trop parce que déjà le mec il trompe sa femme et tout ça, et puis il insiste à mort avec sa collègue qui est censée être son amie, et après il est jaloux du premier mec qui tourne autour alors que ça le regarde pas du tout alors qu'il est marié. Niveau moral, du côté de la police, c'est pas trop leur truc, à part Raquel. Donc c'est pour ça que Raquel, on sent après que ça va devenir une vraie gentille, et parce qu'aussi il y a une espèce de petit feeling dans les discussions téléphoniques avec le professeur, c'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant. Elle va connaître les deux facettes du personnage qui est le professeur, c'est-à-dire la vraie personne qui au final a envie d'avoir une famille, qui a envie d'aimer, qui a envie de vivre les choses comme possible, même si elle a été rongée par la mort de son père et tout, qui a envie de vivre des choses. Et à côté, le professeur qui est manipulateur, qui est un vrai cerveau, un vrai génie, et qui sait jouer avec les nerfs de la police, et notamment ceux de Raquel, voilà, le côté schizophrène. Et pour autant, on a quand même de l'empathie pour ce personnage. Du côté des braqueurs, ce sont finalement les vrais gentils, pour les raisons que j'évoquais avant, parce qu'effectivement, on a de l'empathie pour eux par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce genre de choses. Mais c'est parce qu'ils contrastent avec les méthodes douteuses de la police, et aussi les otages qui, eux, se conduisent très mal. Alors effectivement, les otages, on peut leur trouver des excuses, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont envie de survivre, mais les otages vont quand même frapper à la tête Oslo, qui va donc se retrouver dans un état végétatif, donc c'est quand même assez limite. On a aussi la femme qui donne son corps à un des braqueurs, alors qu'il lui a rien demandé, elle le fait d'elle-même pour ensuite espérer le voir mourir et puis récupérer son argent. Enfin bon, c'est un petit peu... c'est aussi très limite. On a celui qui prend la photo d'Alison Parker en soutif et tout, on a tous ceux qui font du harcèlement scolaire. Alors Arturo, lui, c'est le plus grand enfoiré du monde, et je trouve que ce personnage est vraiment génial, c'est-à-dire que l'acteur, il est vraiment juste génial dans son truc. On le déteste, mais on le déteste à mort. C'est un des rares personnages que je vois dans les séries qui m'énerve le plus et que j'avais plus envie de voir crever, c'est-à-dire dès le début, il commence à se prendre une balle. Moi j'étais, ah mon dieu, enfin on va être tranquille. Non, en fait il est là pendant tout le temps et il nous fait péter un plomb. On croit qu'il va mourir et non, ça arrive pas, et c'est une preuve comme quoi finalement ils ont quand même beaucoup de sang-froid, les braqueurs. C'est-à-dire que peu importe ce qui leur arrive, c'est-à-dire que même s'ils ont des conflits entre eux, c'est comme une grosse famille, ils sont très très unis, et finalement il y a toujours quelqu'un pour empêcher l'autre de faire une connerie. C'est-à-dire qu'avec le manque de sommeil, ça va donner des situations qui étaient totalement imprévues, c'est-à-dire que chacun va péter son câble de son côté, ça va donner des situations qui vont s'envenimer. Le professeur va tenter de rattraper tout ça, mais il y avait quand même un facteur qu'il n'a pas pris en compte, c'est-à-dire que l'humain, il n'est pas si prévisible que ça, l'humain n'est pas une machine, et effectivement, même s'il peut tout calculer, il ne peut pas calculer les émotions des gens, et notamment par exemple le fait que Ryo et Tokyo tombent amoureux. Finalement, les braqueurs ont quand même beaucoup plus de morale que ces autres groupes de personnages, et c'est ça qui rend la série très originale. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'au final, l'opinion publique va vraiment être pour eux, puisqu'ils vont se rendre compte que la police a fait quand même de sacrés mensonges, en disant aussi que Berlin, par exemple, avait fait la traite des blanches, avait violé des gamines et tout ça. Donc ils ont montré qu'ils pouvaient être des menteurs pour arriver à leur fin, qu'ils étaient aussi prêts à récupérer un seul otage si c'était un otage important au niveau social contre la vie d'autres personnes. Il y a aussi l'otage qui donne son corps à Berlin. À la fin, Berlin lui fait quand même une sacrée leçon. Et Arturo qui va avoir tout perdu puisqu'il va perdre Monica et certainement aussi sa femme. Donc on suit en quelque sorte l'histoire d'une famille qui va aller braquer la fabrique nationale de la monnaie et du timbre, qui va donc avoir ses différents conflits, ses différentes disputes et aussi ses morts qui vont beaucoup nous attrister, même si on les voit un petit peu venir. Au niveau du rythme, j'ai trouvé qu'il y avait des épisodes qui étaient quand même très creux, où il se passait pas grand chose, et je pense que c'est tout simplement la faute à Netflix qui a quand même mal découpé les épisodes, et pour le coup j'aurais préféré voir le découpage original. On va en venir au gros bémol de cette série, c'est-à-dire certains personnages. On va commencer par un personnage qui m'a énervé au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il y avait Arturo, mais juste en dessous, il y avait quand même ce personnage, c'est-à-dire Tokyo. Tokyo qui, sur toutes les affiches qu'on peut voir de Netflix, etc., est le personnage principal. C'est elle qui est devant dans les affiches, c'est elle qui a son nom en premier lorsqu'on annonce le casting, c'est elle qui est censée être la star de ce programme. Alors effectivement, je pense que c'est la plus connue en Espagne, je pense que c'est vraiment une star. D'ailleurs, maintenant, ça devient réellement une star puisque ça devient un sex symbole international, mais dans la série, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre quand même. Première chose que l'on voit de la série, c'est Tokyo qui raconte qu'effectivement son homme est mort. C'est le seul personnage qu'on voit être recruté par le professeur. C'est elle qui narre toute l'histoire, même quand elle est pas là, donc on sait très bien que les personnages vont forcément raconter a posteriori. Et donc on se dit, si ce personnage narre l'histoire de la Casa de Papel, comment se fait-il qu'elle soit pas plus importante et plus nécessaire à l'histoire que ça?
C'est un personnage qui est intenable, qui va provoquer de nombreuses péripéties totalement inutiles, quitte à mettre en danger la vie des autres. On a l'impression que rien d'autre ne compte à ses yeux que sa relation avec Rio. Rio qui en plus au début on n'est pas sûr vraiment qu'elle l'aime bien, on a l'impression que c'est juste son plan cul et puis voilà. Elle le malmène, oui de toute façon je sais très bien que tu vas me quitter un jour et tout. Rio qui lui dit ça en mode totalement désespéré, c'est très bien comment elle est et qu'elle est totalement versatile. Qu'un jour c'est comme ci, qu'un jour c'est comme ça, donc même dans ses relations amoureuses elle est pas stable, elle est stable à aucun moment. Et on se dit mais pourquoi le professeur il l'a pris? Parce qu'au final, à part tirer sur des policiers, elle sait rien faire d'autre. C'est vraiment la personne qui peut réagir en cas de situation de crise, mais elle peut totalement péter un câble. Et ça, c'est un paramètre qu'elle n'a pas pris en compte le professeur. Et mon antipathie envers elle a monté d'un cran lorsqu'elle a balancé le nom du professeur, alors que celui-ci lui avait quand même dit que quoi qu'il arrive, même si elle se faisait arrêter, il arriverait à trouver un moyen de la faire sortir de là. Elle a quand même balancé son nom. Pas fiable avec son copain, pas fiable avec ses collègues, pas fiable avec son supérieur. Qu'est-ce qu'elle fout là en fait? L'idylle entre Rio et Tokyo, au final, on a strictement rien à faire puisqu'on a déjà Denver et Monica et Raquel et le professeur, ce qui est déjà nettement plus intéressant. On a l'impression que ce sont deux personnes qui font une crise d'adolescence et c'était strictement pas nécessaire, vraiment c'est le superflu. Je pense que vraiment la série aurait gagné à ce qu'il n'y ait pas Tokyo. Après Rio il est intéressant parce que c'est un petit jeune, il peut être influençable effectivement. On utilise ses parents pour pouvoir le ramener à la raison, on lui fait un petit peu de chantage et tout. Par conséquent on se demande s'il va retourner sa veste ou quoi que ce soit, d'ailleurs c'est ce qu'il fait donc c'est intéressant, on aurait pu exploiter un petit peu plus ce côté là. Mais ce personnage se fait totalement parasiter par Tokyo qui est inintéressante. Alors oui effectivement la nana elle est canon, mais à part ça elle apporte rien. Surtout la scène où elle revient en moto, je dis, mais elle a dégagé, nous on était contents, voilà, je dis merci, au revoir Tokyo, c'est bon, Berlin, t'as fait un taf super, merci. Et là on la revoit revenir en moto, alors déjà c'est totalement pas du tout crédible, c'est totalement incohérent, et pourquoi revenir au final, elle a servi à quoi? Pas grand chose. Alors Raquel, pendant longtemps j'ai pas apprécié ce personnage et en fait c'était un peu le yo-yo, c'était vraiment les montagnes russes. Déjà elle avait des dialogues, c'était insipide, c'est-à-dire qu'elle avait aucune répartie, elle se fait bolosser par ses collègues des renseignements et tout. T'as l'impression elle arrive pas à répondre alors quand même qu'elle a son poste, je veux dire si c'est elle qui est à ce poste là, ça veut dire quand même qu'elle vaut le coup, ça veut dire quand même qu'elle assure un max et tout, donc elle devrait déjà avoir l'ascendant sur les autres. Ça apporte le côté que c'est une femme et que du coup c'est dans un milieu d'hommes, c'est pas facile et tout, mais elle a aucune répartie, je veux dire moi je m'attendais à ce que ce soit limite une superwoman, enfin je sais pas, quelqu'un d'impressionnant. Il y a qu'en face du professeur qu'elle arrive à avoir un petit peu de répondant. Après, c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'elle a une fille, sa maman est atteinte d'Alzheimer, ce qui donne aussi un retournement de situation qui est assez intéressant. Donc Raquel, on a de la peine par moment aussi parce que son mari, quand même, arrive à s'en sortir tout le temps, alors que quand même, il l'avait frappé et tout, il arrive à aller voir sa fille, enfin voilà, limite, il a deux doigts de récupérer sa garde. C'est une femme qui se sent seule, qui a besoin de compagnie, qui a du mal peut-être à approcher les hommes, et du coup, le seul homme vers lequel elle va, il s'avère que c'est quand même un génie du crime. Et à côté, c'est un personnage qui est très intelligent et qui, pourtant, va passer à côté de trucs tout bêtes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le professeur pourrait se faire coller 30 fois et elle va passer à côté. Il y a des fois, c'est niveau cohérence, la série, c'est pas une référence, c'est clair. Même si c'est normal parce que ça contribue aux péripéties, il y a des trucs quand même, c'est très très tiré par les cheveux. Et notamment tout ce qui est lié à elle. Et c'est vraiment dans la deuxième partie que j'ai vraiment apprécié le personnage. Le fait aussi qu'elle se rebiffe contre la police, qu'elle ne sache plus qui sont les gentils, qui sont les méchants. Le fait qu'elle s'approche de plus en plus du but de savoir qui est le professeur. Là, à ce moment-là, c'est vraiment beaucoup plus captivant que de se faire à chaque fois berner par tous les gens qu'elle connaît, quoi. Évidemment, l'atout de la série, c'est le professeur. C'est un personnage qu'on ne peut pas remplacer dans cette série. Autant je trouve que Raquel, on peut la remplacer par un autre personnage, même par une autre actrice ou autre. Autant le professeur, que ce soit en termes d'écriture de personnage ou même d'interprétation, il n'y a pas photo, quoi. C'est l'atout numéro 1 avec Berlin, très clairement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un duo qui est implicite pendant toute la série. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont un lien à partir du moment où Berlin appelle le professeur Sergio. On se dit qu'il y a quand même une relation qui est importante. C'est Berlin qui dit par la suite ah oui, de toute façon, Sergio, s'il se passe quelque chose, je veux que tu t'enfuis. Donc, truc qu'ils étaient frères et tout, on l'avait vu venir à peu près à 3 km, mais c'était très intéressant de voir que pourtant, quelques épisodes avant, le professeur avait balancé le nom de Berlin. Donc, ouais, il y a une relation un petit peu compliquée entre ces deux personnages. Et surtout, Berlin, c'est l'alter ego du professeur. Le professeur, ça va être un petit peu celui qui a beaucoup de folie, c'est celui qui est très créatif, qui est ingénieux, mais qui va aussi anticiper les choses. Et Berlin, ça va être le côté un petit peu moins fougueux, qui va être un petit peu plus calme, qui va avoir beaucoup de sang-froid et qui lui va gérer au moment même les situations quand elles vont totalement dégénérer. C'est lui qui a la situation totalement en main. Le professeur est à l'extérieur, Berlin est à l'intérieur, donc les deux cerveaux travaillent quand même énormément ensemble. Et au début de la série, on le voit pas forcément, et plus ça va, plus on voit que finalement c'est quand même un travail de duo. C'est surtout un travail entre ces deux frères qui, malgré parfois leurs désaccords,
accords s'aiment énormément. Berlin, c'est un personnage ambigu, on nous laisse beaucoup le doute sur le réel caractère de ce personnage, est-ce qu'il est vraiment gentil ou méchant. C'est vrai qu'on a beaucoup de doutes et c'est vraiment un des seuls personnages qu'on a vraiment énormément de mal à cerner. Autant le professeur, on sait que c'est quelqu'un qui a envie de chercher l'amour, qui socialement a des difficultés, autant Berlin, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui arrive à duper les gens, qui sait ce qu'il fait et qui est même prêt à utiliser des moyens extrêmes pour réussir son plan, c'est-à-dire on ne saura jamais, mais est-ce qu'au final Berlin pensait vraiment que Denver allait tuer Monica ou est-ce qu'il voulait juste lui donner une leçon? Est-ce qu'il était vraiment prêt à tuer Rio? Est-ce qu'il savait aussi en jetant Rio dehors en pâture à la police, est-ce qu'il savait qu'elle allait revenir d'une manière ou d'une autre puisque le professeur allait mettre à exécution son plan? On nous laisse le doute sur ce personnage, surtout qu'on ne saura jamais rien puisque de toute façon Berlin est mort. Pour en revenir au professeur qui est le vrai personnage principal de cette série et non pas Tokyo, c'est le professeur, c'est le cerveau de tout ça, c'est lui qui a décidé de faire son plan en hommage à son père et c'est ça encore un côté qui est touchant. C'est pour cette raison que Raquel va finalement changer de bord entre guillemets puisqu'elle se dit finalement il a des bonnes raisons de faire ça, c'est un hommage à son père même si son père est un braqueur. Finalement c'est quelqu'un de bien qui veut faire quelque chose de totalement fou et de totalement illégal mais ça n'est pas pour autant quelqu'un de méchant. Il vit dans un lieu lugubre mais il a des costards à l'intérieur, il arrive à se déguiser en clochard, en clown avec un style totalement étonnant. Il met au point des plans totalement délirants et auxquels même la police ne pourrait pas penser, c'est un réel génie. Et d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé dans l'interprétation du personnage c'est les changements d'expression faciale, c'est-à-dire quand il est avec Raquel, voilà, qui fait un petit peu la personne un petit peu sociable et tout ça, et lorsqu'il est le professeur, et notamment lorsque Raquel se rend compte que c'est bien lui le professeur, il change tout de suite de visage, un peu comme Light Yagami dans Death Note, c'est totalement ça. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de concordance avec le manga, et la performance c'est qu'on arrive à être dans la tête du professeur quand on voit ses expressions, on arrive à savoir ce qu'il pense à ce moment précis. Concernant Denver et Monica, alors effectivement Monica on nous a fait 36 fois le coup de elle va se faire choper, de elle va se faire tuer, c'était un petit peu redondant même si j'aime bien le personnage parce qu'il est vraiment touchant et innocent. Il y a quand même des incohérences, c'est-à-dire que Monica elle sort quand même avec Arturo, c'est un vrai enfoiré et tout, enfin elle est avec un homme marié, au final Monica c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu quand même des scrupules, hein, qui est quand même une fille qui est très très gentille, mais qui peut être aussi influençable parce qu'elle a peur. J'ai apprécié le fait que Moscou, le père de Denver, ait mis le doute dans la tête de Denver en disant mais ça se trouve elle a un syndrome de Stockholm, et le fait que Monica nie pas, a dit bah oui mais finalement j'ai peut-être le syndrome de Stockholm mais j'ai jamais été aussi heureuse, enfin voilà c'est la plus belle folie que j'ai jamais faite. J'ai bien aimé aussi qu'on lui donne ce nom de Stockholm, ce qui peut laisser présager qu'elle va faire partie de la bande, donc c'est pour ça on se dit oui mais au final c'est une mini-série, mais quand on entend ça, ça laisse une porte ouverte pour l'agrandissement du gang. Et Denver c'était le personnage que je pensais un peu brut, voilà ça va être peut-être celui qui allait taper les autres ou je sais pas, ou faire n'importe quoi, le méchant de la bande ou ce genre de choses, le bonnet, et au final alors oui c'est un bonnet mais c'est un bonnet qui est gentil et tombe amoureux de Monica parce que Monica aussi elle est gentille. C'est mignon. La base de la relation entre Denver et son père était intéressante puisqu'on se demande comment ça se fait que Moscou a quand même emmené son fils faire un braquage, c'est-à-dire quand même qu'il risque la vie de son fils. Au final, on apprend que de toute façon, Denver, on allait lui faire la peau s'il restait à l'extérieur. Après, on va pas se mentir, dès le début de la série, on sait très bien que Moscou va mourir, qu'à un moment donné, il y aura un conflit et qu'à la fin, ils vont se réconcilier et que Moscou va mourir. Bon voilà, rien d'exceptionnel. Ça apportait vraiment le côté encore plus familial, surtout qu'en plus Moscou était un personnage qui était très aimé par le gang et puis très aimé aussi par les téléspectateurs parce que c'est quelqu'un de très gentil, hein, c'est quelqu'un qui peut faire des erreurs mais c'est un gros nounours, voilà, il est très très gentil, il est assez réconfortant et tout ça. Et globalement c'est un peu la même chose pour tous les personnages, on a peur qu'il arrive quelque chose à part pour Tokyo je pense, mais voilà, même Nairobi on l'apprécie parce que même si des fois elle est un peu cinglée, elle qui veut prendre un peu le pouvoir, au final il se rend compte qu'elle n'est pas du tout capable de le faire et qu'il redonne le pouvoir à Berlin parce qu'au final c'est le seul capable de pouvoir le faire. On a Helsinki qui est touchant aussi parce que voilà, il va quand même avoir à tuer son compagnon d'armes, son ami depuis toujours. Chacun avait sa spécialité et surtout chacun était différent. Je trouve que pour le coup la mayonnaise prend bien, c'est vraiment un groupe vraiment divers et varié et ça marche complètement. Voilà, on a découvert des personnages différents. Maintenant je trouve qu'on aurait pu développer encore plus ces personnages si on s'était pas encore machiné sur les histoires de Rio et de Tokyo, on aurait pu aller plus loin. Ce sera mon seul regret pour ça, en tout cas sinon c'était une très bonne série. Évidemment bon, si vous avez vu cette vidéo avec spoiler c'est que vous l'avez vue, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez peut-être d'autres vidéos sur le sujet, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!